Alors pour cette séquence de clôture, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Cardon. Ça marche. Alain Cardon, tu es maître coach, tu as une approche systémique, tu interviens au niveau international à la fois pour des coachings individuels, des coachings d'équipe, notamment d'équipe de direction et parfois même au sein d'une organisation complète. Tu m'expliquais que tu pouvais mener parfois des interventions qui durent plusieurs jours et avoir en parallèle une centaine de personnes qui sont coachées en même temps. Alors, Une grande salle de bal, par exemple. c'est une grande salle de bal, c'est la fête. Tu as accepté, là on parlait de coaching d'équipe de direction, tu as accepté de nous décoder ce qui se passe dans une réunion. On a parlé de réunion de codir, mais c'est peut-être vrai pour beaucoup de réunions. Nous expliquer un peu voilà, tout ce qu'on n'a pas forcément perçu ou ce qu'on perçoit sans l'identifier. Je te cède le micro. Oui, on jouait avec le titre de cet apport en parlant des dessous du comité de direction. C'est un titre plus sexy, mais passer au rayon X, c'est ce qui se passe derrière les scènes. Et pour lancer un peu le débat, parce que le temps est très court et c'est un vaste sujet, j'ai noté au cours de l'après-midi que beaucoup de gens disaient bon, bah, c'est le facteur humain, ça c'est le facteur humain, il y a la dimension humaine, mais bon, comment creuser là-dedans? Alors, il y a tout un passé, on a quand même une bonne connaissance de la psychologie, les relations à deux, se connaître soi-même. Et il y a énormément de travail dans ce domaine-là, le coaching individuel par exemple, à deux, les relations à deux. Beaucoup de gens travaillent, mais il y a une tâche aveugle quand on rentre dans la complexité de ce qui se passe dans un ensemble collectif. Alors, pour vous donner un aperçu rapide, je vous propose de réfléchir à un comité de direction ou une réunion d'équipe dans laquelle vous étiez récemment et de penser à une séquence sur un sujet précis dans cette réunion, une séquence de 10 minutes. Et vous êtes donc là, et il y a les personnes qui généralement sont assises au même endroit à chaque fois, donc vous voyez qu'il y a une géographie précise, il y a un pattern qui se dessine. Mais en observant la réunion, cette séquence de réunion, vous savez comment elle démarre, vous savez qui va la démarrer. Et puis, c'est intéressant de faire presque un déroulé, un mapping de ce qui se passe dans le temps. Qui va répondre ? Qui va être en opposition, qui va être en coalition. C'est presque prévisible dans cette réunion, c'est-à-dire que vous connaissez quand même l'équipe et vous savez comment ça va se dérouler presque du début à la fin. Vous savez qui va être la République autonome qui ne dit rien, qui va venir en retard ou partir en avance, ou qui va consulter à un moment précis son téléphone parce qu'il veut faire voir à tout le monde qu'il se désintéresse, etc., etc. C'est prévisible. Il y a un mapping possible de cette réunion. Okay, donc vous prenez 10 minutes comme ça, et puis vous revenez un mois plus tard, 2 mois plus tard, dans une autre réunion sur un autre sujet, et vous faites le mapping, et vous risquez de voir, avec surprise, que le mapping est exactement le même. Autrement dit, les choses se déroulent exactement de la même façon, quel que soit le sujet. On pourrait aller jusqu'à dire que le sujet d'une réunion est un prétexte pour qu'on mette en scène qui nous sommes ensemble. C'est une autre dimension. C'est on dit en anglais the pecking order. C'est quel est notre système, qui est devant, qui est derrière, qui joue quel jeu. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Le sujet est un prétexte pour répéter qui nous sommes, affirmer qui nous sommes dans notre organisation. C'est presque l'ADN de cette équipe. Alors ça peut aller plus loin, c'est-à-dire que s'il y a quelques personnes au bout d'un certain temps qui quittent l'équipe, d'autres qui viennent, petit à petit, il y a un ajustement, ça dure peut-être 1 ou 2 réunions, mais au bout de la 3e ou 4e, vous allez voir que le même processus se déroule avec des personnes qui ont simplement changé de rôle, un peu ajusté les rôles, mais c'est le même mapping porté par des personnes différentes. Dans certaines grandes organisations, vous pouvez aller carrément à un autre niveau de l'organisation, une autre équipe complètement différente,
Et vous verrez qu'il y a le même mapping, le même processus, des mêmes jeux qui se mettent en interaction, alors que les personnes sont complètement différentes. Donc on peut aboutir à un autre précepte, c'est que, en fait, la réunion est un prétexte et les personnes sont des prétextes. Les personnes viennent porter quelque chose de culturel qui est reproduit comme l'ADN dans chacune des cellules ou chacun des organes de l'organisation, qui met en scène un genre d'énergie qu'ils reproduisent à l'infini, quelles que soient les personnes dans la salle, quel que soit le sujet dans la salle. C'est ce qu'on va appeler les processus systémiques. Vous pouvez changer les sujets, vous pouvez changer les personnes, il y a de fortes chances que l'organisation ne change pas. Une bonne façon d'ailleurs de s'en assurer, c'est de dire notre prochaine réunion, c'est le pilotage du changement, mais vous allez traiter cette réunion avec le même processus qui assure qu'il n'y a pas de changement. Alors, cette dimension-là n'est pas la dimension d'expert et ce n'est pas la dimension psychologique, c'est-à-dire qu'on n'analyse pas les individus, les comportements individuels, on n'analyse pas le contenu technique ou financier ou autre, mais il y a une chose de sûre au bout d'un certain temps, c'est que si vous ne commencez pas à modifier les processus dans l'organisation, dans 5 ans, avec des personnes différentes, sur des sujets différents, ça risque d'être les mêmes processus. Donc ça, c'est une histoire un peu exagérée, parce qu'il y a des subtilités, bien entendu, mais pour mettre l'accent sur l'importance des processus systémiques collectifs, parce que le travail d'accompagnement du changement, si on en veut vraiment, c'est changer les processus, c'est pas changer les personnes et c'est pas changer les sujets. Est-ce que jusque-là c'est clair et vous avez des questions ou vous avez des réactions? Qu'est-ce qu'on fait pour changer? Qu'est-ce qu'on fait pour changer? On change les processus. Alors déjà, il faut les percevoir. Alors le travail de coaching, bien entendu, c'est un travail d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire qu'il faut changer ces processus. D'ailleurs, c'est très important de se dire que si ces processus sont là, ils ont une utilité. Ils ont une histoire, ils ont servi à quelque chose. La preuve, c'est que l'organisation ou l'équipe est là pour les mettre en œuvre. Donc, c'est aussi, ces processus sont un véhicule de réussite. On pourrait dire que c'est presque le logiciel sous-jacent qui est dans la bécane que constitue le hard de l'équipe, c'est-à-dire les personnes et les sujets. Tout logiciel est bon, il sert à quelque chose, tout logiciel a des bugs, voire on ne sait pas nous en servir. On ne sait pas s'en servir. Donc c'est la première chose, en fait, c'est de le reconnaître, de reconnaître sa force, etc. Et ensuite d'avoir un bon dialogue sur qu'est-ce qui a besoin de changer en fonction de ce qu'on veut changer. Ce n'est pas à quelqu'un d'extérieur de dire que vous devez changer. Généralement, les équipes sont très bonnes. Et en même temps, selon les crises, la nécessité d'une certaine agilité, etc. Bon, on peut en parler longtemps de l'agilité, mais si on ne change pas les processus, ils se répètent et on aboutit à la même chose. Bon, la quantité de réunions que j'ai vues où la décision principale aboutissait vers la fin de la séquence de la réunion, c'est qu'il nous faut une autre réunion. En fait, c'est, je crois, la décision majeure prise dans un paquet d'équipes, c'est qu'une réunion sert à créer une autre réunion, qui sert à créer une autre réunion. Bon, ça fait partie donc de ces processus répétitifs. Donc il y a à mettre en place une conscience de ces affaires, et ensuite des règles du jeu, voire des grains de sable pour parasiter un processus qui se répète, parce qu'il vaut mieux presque le changer arbitrairement pour aboutir à quelque chose de différent. Comme ça, ils vont au moins apprendre à changer. Donc il y a des stratégies de parasitage, quel que soit le processus. On ne sait pas où ça va aller, mais on sait que ça va permettre un changement. Donc ça, c'est une première étape.
Alors moi j'aime bien travailler en interaction. Je regarde Cécile pour voir s'il y a une autre question, mais il y en a peut-être venant de la salle. Ouais, ils sont là. Ils sont là. C'est-à-dire c'est les habitudes. On a chacun nos routines, nos habitudes. Ça, c'est individuellement, on peut le saisir. Mais on n'a pas appris à capter des processus collectifs. Il y a une plus grande complexité là. Donc il s'agit là de ralentir et de se dire qu'est-ce qui se passe d'abord, qui fait quoi, etc. Il y a un côté constellation dans la complexité qui ressemble souvent d'ailleurs à des processus familiaux. D'ailleurs, beaucoup de personnes dans des équipes peuvent presque reconnaître leur processus familial en se disant si ça c'était quelqu'un dans ma famille, c'est qui? Et celui-là c'est qui? Et celui-là c'est qui? On est souvent dans des équipes qui reflètent nos familles. Et il y a des éléments de répétition individuelle dans des systèmes collectifs. Mais c'est de la nature des choses. C'est pas qu'on décide de le faire. Bon, ça c'est un regard systémique sur la réalité. C'est un autre regard. Ça n'élimine pas d'autres analyses, mais c'est simplement de regarder avec un autre angle ce qui se passe dans les équipes et commencer à se dire s'il y a des solutions dans ce domaine, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour presque mettre nos processus sur une autre dimension, quelle tangente on peut prendre, comment ajuster. Et souvent, il y a un apprentissage, c'est-à-dire que il y a une grande tendance à revenir au naturel du processus. Donc on peut changer. Puis, alors quelquefois, par exemple, j'ai travaillé sur une mauvaise stratégie avec une équipe de direction en juin. Bon, ils commencent à changer, puis ils partent en vacances, arrive septembre, et ils repartent comme en 40, comme si rien n'avait changé. Donc c'est beaucoup plus intéressant de commencer en septembre. Pour qu'ils aient quand même quelques mois pour ancrer une nouvelle habitude. Donc, en fait, dans tout changement, il y a nécessité de roder une nouvelle pratique et d'installer, on pourrait dire, des synapses collectifs d'un autre ordre. C'est pas parce qu'on a compris que ça change. Les habitudes sont ancrées, quoi. Quand tu parlais d'un ADN dans Oui. la structure, ça veut dire qu'en fait, si tu veux changer le fonctionnement d'une équipe, il va falloir taper au plus haut ou pas forcément? Ah non, ça fait partie des processus. C'est pas penser que tout descend du haut. Mais quand on arrive en haut, il y a plus haut, il y a toujours plus haut. Je veux dire, j'aime bien le dicton de Rudyard Kipling, c'est plus un singe monte dans l'arbre, plus on voit son cul. En fait, donc le changement, il démarre là où on est. Au niveau systémique, c'est bien d'avoir une vision globale, mais si on n'est pas capable d'agir au niveau local, bah, c'est toujours les parents qui ont tort. Hein, c'est toujours ceux qui sont venus avant ou qui sont au-dessus. C'est trop facile. Ça fait partie d'un pattern aussi culturel, collectif et tout, c'est de déléguer vers le haut. Dans beaucoup d'organisations, la délégation la plus forte, elle est bien installée, c'est vers le haut. Tout le monde délègue vers le haut. Et ceux du haut devraient apprendre d'ailleurs comment on fait, parce que ceux d'en dessous sont très forts là-dedans. Donc ne regardez pas vers le haut, commencez localement. Alors ça, c'est un principe systémique, c'est soyez glocaux, ils disent. Autrement dit, la compréhension globale ne sert à rien si vous ne savez pas agir au niveau local. Autrement dit, dans votre champ de responsabilité, dans votre environnement immédiat, quel que soit le niveau. Donc, dans beaucoup d'organisations, on a commencé dans une équipe presque accessoire, périphérique. Et là, à la limite, le changement peut arriver plus rapidement. C'est plus difficile de démarrer un changement dans une organisation si vous commencez avec le comité de direction, parce que c'est quand même le lieu le plus résistant. Donc, généralement, les stratégies avec un patron, c'est de commencer à mettre en place une évolution dans la boutique malgré son comité de direction. C'est quand même le lieu le plus résistant. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils pilotent le changement. C'est une bonne façon de le contrôler, paradoxalement.
Yes. Au changement. La question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre la taille de l'entreprise et la résistance au changement? Non, je connais des entreprises unipersonnelles où il y a une seule personne et la résistance est très, 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 très forte. Là, vous parlez d'agilité. Alors, bien sûr, au niveau collectif, c'est le même problème. C'est-à-dire, au niveau d'un système, c'est intéressant de travailler sur la capacité du système à développer son agilité systémique. Ce n'est pas individuel, ce n'est pas la somme des individus. Vous pouvez travailler pendant 10 ans sur la psychologie individuelle des gens dans une équipe, en individuel, vous le remettez dans l'équipe, rien n'a changé. Le système est plus fort que la somme des individus. Vous prenez quelqu'un, vous le parachutez en Amazonie, dans une tribu perdue, en un mois, il s'adapte. Vous prenez quelqu'un de très bon, vous le mettez dans une mauvaise équipe, en quelques mois, il devient mauvais. L'équipe est plus forte. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, quand un nouveau patron arrive, le comité de direction résiste tellement bien qu'il est obligé de se séparer de plus de la moitié. Ça, c'est les premiers 6 mois. Là, il y aura du changement. Puis, au bout d'un temps, ils commencent à s'installer. Ils développent la taille de leur parachute, ils assurent leur confort, ils commencent à embaucher leur famille et créer leur dynastie. C'est ce qu'on appelle une démocratie. Sur la façon de parasiter, tu disais tout à l'heure, donc quand on veut faire bouger le système, on peut mettre des parasites, je crois que c'est ce que tu as employé comme oui, pour changer. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de faire quelque chose d'imprévu. Autrement dit, dans toute équipe qui se respecte, il y en a 2 qui vont créer une polarité. Okay, donc, je sais pas, le financier, par exemple, va dire quelque chose et il a son opposé systématique qui va argumenter contre et il se passe un ping-pong entre 2 personnes dans la réunion pendant que tout le monde observe. Alors bon, c'est une bonne coalition pour tenir le système. Parce que tant qu'ils s'opposent, le système ne bouge pas. Autrement dit, ils s'entendent pour ne pas être d'accord, parce qu'ils sont d'accord pour empêcher le système d'avancer. C'est très paradoxal. Donc on peut dire quelque chose de paradoxal, de contre-paradoxal, du genre, tiens, c'est intéressant, regardez-les, on dirait un vieux couple. Ils se chamaillent pour cacher à quel point ils s'aiment. Mais de dire ça à l'assistance et de commencer à définir leur opposition comme une coalition intime. Ils vont passer leur retraite ensemble. Au bout d'un certain temps, ils risquent d'arrêter de se chamailler pour prouver qu'ils ne s'aiment pas. Donc on rentre dans des stratégies paradoxales et de contre-paradoxes, mais c'est mettre un grain de sable en prenant l'assistance comme témoin. Donc ça, c'est utiliser le système. C'est jamais prendre les choses frontalement, parce que eux sont dans une opposition frontale. Ça fait partie du jeu. C'est donc de prendre les choses par le biais du jeu de billard. Il y a des tas de stratégies. Ça, c'est stratégie de coaching systémique, paradoxale. On peut s'amuser. C'est très amusant. Alors, bien entendu, c'est intéressant d'embarquer le système dans cette recherche pour qu'ils développent leur agilité, pour qu'ils commencent que ça soit la leur. À partir de là, c'est gagné. Comment dire, s'ils deviennent acteurs de leur propre recherche de modification de leur processus, là, on est bien parti. D'autres? C'est le mot de la fin. J'espère que ça vous laisse sur la fin. Sur votre fin. Un conseil pour clôturer. Alors, un conseil sur notre prochaine réunion. On arrive demain à la 2000e réunion identique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être le grain de sable à titre individuel? Alors, il y a la stratégie d'ajouter de l'huile sur le feu. On va être bien avec toute la... On va faire pire.
faire pire. Quelqu'un change de sujet, changer de sujet, changer de sujet. Bon, ça, c'est une stratégie. On se fait des copains. Non, vous rentrez dans le jeu, mais plus fort. Donc, c'est un peu comme l'homéopathie. Vous allez dans le sens de la maladie pour provoquer une réaction où ils vont se ressaisir quand même. Et l'autre, c'est de faire quelque chose de complètement différent, inattendu. Alors là, ce serait plutôt les stratégies de position basse sont utiles en disant, je sais pas, je comprends pas. Pour bien contribuer à cette réunion, j'ai besoin de savoir quelles sont les décisions qu'on veut prendre avant la fin. Si on les notait tout de suite avant de discuter. Hein? Si on avait déjà les décisions avant de discuter, comme ça je peux comprendre et je peux mieux participer. Alors ça, c'est une position basse, c'est jouer un peu à l'idiot, mais en fait c'est rentrer dans le vif du sujet en disant pas la peine de papoter, la décision vous la connaissez, on la note et puis on discute après. Autrement dit, beaucoup de discussions, la stratégie principale, c'est de s'assurer de ne pas prendre de décision, à part une autre réunion. Yes. J'entends pas là. Bonjour, merci. Comment vous expliquez le fait justement cette réunionnite nécessaire et perpétuelle? Parce que de ce que vous dites, l'objectif déjà premier, c'est d'en faire une seconde. Et effectivement, enfin en tout cas pour moi, ça me parle complètement. En réunion, les gens aiment écouter leur voix. Et quelle que soit l'activité, l'entreprise, il y a ce besoin éternel. Donc qu'est-ce qui fait ça Alors vous dites plusieurs choses là. Les réunions, ça sert à quelque chose. Il ne faut jamais en rater une. Hein? Parce que si vous n'y êtes pas, il y a quelque chose qui va vous échapper. Il faut y aller pour que rien ne vous échappe et rien ne perturbe votre zone de confort. Donc c'est nécessaire d'aller à toutes les réunions pour s'assurer que rien ne change dans ma zone de confort et rien ne m'échappe. Donc on y va pour résister. Alors quand vous parlez de réunionnite, c'est en fait un constat que les réunions sont mauvaises. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. En travaillant sur les processus et en les rendant efficaces, il y a une valeur ajoutée mesurable, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités. Je sais pas, j'ai travaillé avec une entreprise qui se réunissait de 9h du matin à 18h ou plus, et il n'y avait pas de décision. Bon, au bout de quelques mois, c'était 4 heures et il y avait une quarantaine de décisions. Et le reste de l'entreprise m'en a voulu, parce que tout d'un coup, ils avaient du boulot. Ramenez-les comme avant, quoi. Donc il y a quand même des éléments. C'est utile, une réunion, utile. Mais les 3/4 des réunions sont des réunions d'information, de PowerPoint, etc. Mais quand on mesure l'efficacité qui en sort, on pourrait dire oui, réunionnite. Mais le problème, c'est pas la réunion, c'est pas le fait qu'elle ait lieu, c'est si elle est mauvaise, elle est mauvaise. Donc il faut en refaire. Et puis si on change pas le processus, ce sera la même chose en pire, quoi, multiplié par 10. Alors les réunions de PowerPoint, c'est génial. Moi, je trouve ça aberrant. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas intéressant. Alors le truc, une fois de plus, c'est qu'on n'est pas là pour analyser, mais accompagner le changement de processus. C'est ça qui est intéressant, parce que l'analyse, ça change rien en fait. L'analyse, c'est encore du report. Donc de vouloir comprendre d'où ça vient, comment ça se fait que c'est comme ça, etc., c'est à cause du passé. Mais qu'est-ce que vous voulez dans l'avenir? Donc de se tourner de ça et de se dire qu'est-ce qu'on met en place pour que ça évolue le plus rapidement possible. Et en quelques mois, il y a des changements radicaux qui sont possibles en travaillant sur les processus. Alors, il ne s'agit pas de changer de sujet, il ne s'agit pas de changer de personne. Ce n'est pas un problème de sujet ni de personne. Ce n'est pas dans l'expertise, ce n'est pas des nouvelles techniques, c'est changer les processus.
C'est tout? Bon. Ah, pardon. Ah ben, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années, pour diffuser de l'information, ça s'appelle Internet. On peut l'envoyer. Le principe de faire de la lecture à voix haute dans la salle, c'est presque kindergarten, quoi. Je vais vous lire, je dévoile un truc, je vous le lis, etc. On met des gens dans des avions pour traverser des continents. Ça peut être interactif. Et là, on va regarder le processus interactif. Ça peut être efficace, ça peut être inefficace. Mais une réunion de direction, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de direction. Donc, ce n'est pas sur le passé. La direction, c'est dans l'avenir. C'est des réunions de décision. Si c'est une réunion d'information, ce n'est pas une réunion de comité de direction. Autrement dit, s'ils ne décident de rien, ben leur avenir est derrière. D'ailleurs, ils l'analysent. Ils n'arrêtent pas d'analyser l'avenir qui est derrière. S'ils ne prennent pas de décision, ils ne créent pas l'avenir. Bon. Autrement dit, la fonction d'une réunion de comité de direction, c'est de prendre des décisions. Alors, il y a une époque, je suis assez ancien, on appelait des gens compétents des hommes de dossier. Ils venaient en réunion, ils étaient informés. Aujourd'hui, les gens viennent en réunion pour recevoir la béquée. Si on leur envoie les informations, ils ne les lisent pas. Ils disent même qu'ils ne les ont pas reçues, ce qui est faux, parce qu'ils s'attendent à ce qu'on leur donne la béquée en réunion. Il y a des entreprises qui renforcent ça. Et en fait, vous pouvez mesurer le processus de pouvoir dans une entreprise en fonction de la longueur de PowerPoint auquel vous avez droit. Vous êtes quelqu'un de pas très important, vous venez avec 10 slides, on va vous dire non, enlevez-moi le superflu. Vous êtes quelqu'un d'autre, vous venez avec 30, on vous dit rien. Alors que tout le monde sait que la seule slide d'intéressante, c'est la dernière. Le reste, c'est du teasing pour vous prendre en otage. Bien. Donc, si je suis important, je fais du teasing pendant une demi-heure avant de vous dire un truc évident. Bon. Il y a des jeux, là. C'est des processus. Alors, c'est intéressant de dire à tout le monde, commencez avec votre dernière slide. Ça peut être. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous vois venir. Les processus sont évidents très rapidement. Vous n'allez pas me convaincre. Je vois votre rôle. Bon. Attention, quand vous traitez avec des coachs, il y a toujours le contenu et le processus. Oui. Je pense en fait qu'il faut partir sur des réunions d'éducation. Après, un codir, ça va être des personnes avec un certain profil qui est différent de une équipe finance avec tout un tas de profils entre managers et opérateurs. Je pense que justement, on a assez d'informations sur Internet et de partout en fait pour développer les gens, même si on n'est pas coach, même si on n'est pas psychologue, et que faire des réunions d'éducation avec son équipe, c'est ce qui va permettre justement à changer ce système. Et ça va prendre du temps, parce que voilà, changer une habitude, on sait, c'est 2 ou 3 mois, et qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup d'habitudes chez nous. Mais si on n'est pas pressé, je pense que c'est comme ça qu'on peut changer une organisation. Mais si on est pressé, ça ne change pas. Si on est pressé, je pense qu'on n'aura pas de changement structurel dans une organisation. Il n'y aura pas de changement de processus. Non. Ça va être un changement imposé. Alors, c'est intéressant parce que je sais pas, la deuxième loi de thermodynamique, vous devez la connaître, c'était toute énergie déployée dans un sens donné crée automatiquement une énergie équivalente dans le sens contraire. On appelle ça de la résistance. Or, les 3/4 des dirigeants disent comment est-ce qu'on traite de la résistance au changement.
En fait, les gens ne sont pas résistants au changement, ils sont résistants au processus d'un changement imposé. Vous croyez que ça va se faire sans nous? Vous allez voir. Alors que, par nature, moi je suis beaucoup plus optimiste, je pense que tout le monde est ouvert au changement, à une évolution dans laquelle j'ai ma place, je peux m'engager. C'est donc pas un changement imposé. Ça sort d'un dialogue. Donc il y a des tas de stratégies, on les connaît intellectuellement, mais vous avez la force des processus qui reprend le dessus, à chaque fois. Donc c'est intéressant de se mettre à vraiment travailler sur la modification des processus à long terme. Et c'est possible, hein, sur des grosses entreprises, à la limite, qui décident de vraiment y aller. Ça ne prend pas tellement longtemps. En 2 ans, on peut vraiment influencer le top 1000 d'une organisation. Parce que ce type de changement est viral aussi. Autrement dit, on ne prend pas équipe par équipe d'une façon industrielle, etc. Mais il y a des processus qui se diffusent tout seuls. Parce qu'ils sont captés par les gens, ils sont adoptés, ils trouvent que c'est mieux, et ils le font. Et là, ça devient du changement dans l'engagement collectif qui accompagne son propre changement. C'est très différent. Donc, c'est des approches systémiques, ça. Je vois que tu te lèves. J'ai une approche territoriale. Bon. Ouais, Petite question par rapport à ce changement, enfin la politique du changement. Est-ce que ça veut dire que pour réussir un changement, il faut obligatoirement impliquer tous les acteurs qui vont être... Plus près le micro, en fait. Si. Ah pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il faut obligatoirement impliquer tous les acteurs de ce changement, ou en tous les cas les faire de près ou de loin devenir, on va dire, des acteurs de cette réalisation, ou on peut le faire de façon plus directive, mais en les conscientisant sur le bienfait du changement? Ça dépend d'où vous venez avec la question. C'est-à-dire qu'il y aura une implication de tout le monde, mais ça ne veut pas dire que vous devez les impliquer. Okay? C'est très différent. Parce que devoir les impliquer, ça veut dire que je suis moteur et je risque de créer la résistance. Mais c'est intéressant de commencer à créer une vague qui va être accompagné par d'autres personnes qui se mettent dans la vague, etc., etc. Autrement dit, ça devient viral. Donc, ce n'est pas une vision où il faut embarquer tout le monde. Il se laisse embarquer. Il participe à la création de la vague. C'est vraiment une autre approche qui n'est pas du tout mécaniste dans le sens on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. En général, on se dit OK, on va commencer comme ça, puis on va voir. Selon ce qui émerge, on va chercher d'autres stratégies, commencer ailleurs, allumer un autre feu, créer d'autres conditions. Donc à chaque fois, c'est différent. Alors, il y a un truc quand même qui, pour moi, est très récent. Enfin, très récent, ça fait quand même une quinzaine d'années. C'est que j'aime bien le coaching d'organisation dont on avait parlé au début, parce que c'est le directeur général, l'équipe de direction et toutes les équipes juste au-dessous. Donc, on a 3 niveaux hiérarchiques. Quand vous travaillez comme ça, vous allumez un feu sous le comité de direction. Et c'est eux qui vont créer la lame de fond. Le comité de direction aura du mal à résister et à rester dans son confort. Il y a beaucoup plus de résultats quand vous sortez du club select, du comité de direction, qui dit on travaille d'abord chez nous, puis on va voir après comment on résiste. Okay. Ils ont des tas de très bonnes stratégies pour tuer dans l'œuf. Au bout de 2 ans, il n'y a plus rien. Alors que si vous allumez vraiment un feu collectif avec les 90 ou 100 personnes au-dessous, ils auront du mal à stopper ça. Okay. Pardon ? Alors, c'est ce qu'on appelle du subversif, mais le coaching travaille avec de l'émergent. Et subversif et émergent, ça veut dire que ça remonte du bas.
Ouais, c'est collectif. Et là, vous commencez. Alors, c'est 900, en fait, en cadre. C'est 100 en cadre 900, 1000. Donc, très vite, comme ils ont été bien imbibés et ils voient le résultat, ils vont le faire avec leurs troupes. Donc, en très peu de temps, vous pouvez embarquer quelque chose de très intéressant dans un comité de direction de grande entreprise, quoi. Et la vague devient tsunami. Nabi. Merci beaucoup.